traitement antithrombotique, c'est une des clés du traitement du post-SCA. Alors, on a une stratégie par défaut qui est assez simple, c'est-à-dire il faut 12 mois de double antigrégation plaquettaire et avec un inhibiteur du P2Y12 plutôt puissant, c'est-à-dire de dernière génération. Ça, c'est pour tout le monde. Mais de plus en plus, on s'oriente vers des stratégies personnalisées d'anti-agrégation plaquettaire, puisqu'on s'est rendu compte que finalement, on avait de moins en moins d'événements ischémiques avec les nouveaux stents qui thrombosent très peu, les stratégies de mise en place de ces stents. Finalement, il y a beaucoup d'événements hémorragiques et les événements ischémiques sont un peu moins fréquents. Donc la tendance générale, c'est de raccourcir ou diminuer l'intensité du traitement antigrégant plaquettaire. Alors on a différentes stratégies. Les dernières recommandations font entrer pour la première fois chez un malade à risque ischémique faible, quel que soit son risque hémorragique, des durées de double antigrégation après syndrome coronarien aigu qui peuvent aller entre 3 à 6 mois. Donc ça c'est tout à fait nouveau. Ces durées vont varier en fonction de l'âge, des comorbidités bien entendu, à évaluer au cas par cas. Minimum 1 mois, ne pas oublier le risque de thrombose de stent toujours possible dans le premier mois. On peut également, parallèlement, en plus ou à la place, faire des stratégies moins intenses, c'est ce qu'on appelle la désescalade, avec plusieurs études qui ont montré la possibilité, toujours au-delà du premier mois, d'utiliser non pas un inhibiteur du P2Y12 de dernière génération, mais le clopidogrel, qui est quand même bien efficace au-delà du premier mois, et avec un bénéfice hémorragique très net, sans augmentation du risque ischémique. Au cas par cas également, chez des patients à très haut risque ischémique qui récidivent les syndromes coronariens aigus notamment, ou qui ont des très grandes longueurs de stent, avec un risque hémorragique faible, on peut envisager des durées d'antiagrégation double plus longues, 12 mois. Le message clé, c'est que cette stratégie qui est choisie à un moment donné doit être réévaluée régulièrement. Un patient qui est considéré comme à faible risque hémorragique peut devenir un patient à haut risque hémorragique dans l'avenir, et donc c'est un élément important à considérer. On a une question, on s'y attendait d'ailleurs à cette question, comment on évalue de manière simple 3 mois après un syndrome coronarien aigu, quand on est cardiologue en ville, le risque hémorragique et le risque ischémique d'un patient pour prendre une décision d'interruption? La question n'est pas simple parce que souvent les facteurs de risque ischémique sont également des facteurs de risque hémorragique. Donc il faut essayer de faire la balance des deux. Le risque hémorragique, il peut être simple à évaluer chez quelqu'un qui a déjà eu un événement hémorragique, par exemple, ou qui a eu un événement hémorragique pendant sa double antiagrégation plaquettaire. Et la caricature du risque hémorragique, c'est le patient qui a un traitement anticoagulant, chez lequel on doit rajouter un traitement antiagrégant plaquettaire. Mais ça peut être aussi des critères comme l'âge, le petit poids, des antécédents d'hémorragie qui peuvent nous orienter vers un risque hémorragique. Le risque ischémique, c'est souvent le cardiologue interventionnel qui le connaît bien puisqu'il connaît l'anatomie de son patient. Donc c'est des patients qui ont des très grandes longueurs de stent, des diabétiques avec des lésions diffuses qui n'ont pas pu être revascularisées, ou des patients qui récidivent un syndrome coronarien aigu très précocement alors qu'apparemment leur traitement est bien pris. Donc ces patients-là peuvent être considérés comme à haut risque ischémique. Petite question, est-ce que les stents de dernière génération changent la donne? La réponse est oui. Les stents de dernière génération sont des stents souvent à maille fine et qui ont un risque de thrombose qui est beaucoup moins important que les stents d'ancienne génération. Actuellement, on n'utilise plus que des stents de nouvelle génération, même s'il y a différents types de stents. Donc oui, il y a aussi la façon de les mettre qui est importante. On cède, et les recommandations nous incitent à le faire, de l'imagerie endocoronaire pour être sûr que notre stent soit bien ouvert. Et tout cela diminue beaucoup les complications précoces, ce qui fait que les complications ischémiques précoces sont devenues quand même rares dans les conditions actuelles. Autre question, jusqu'à présent, après 1 an, de manière systématique, on passait à l'aspirine. On a vu en prévention primaire, notamment, que l'aspirine tombait pas en désuétude, mais qu'on l'utilisait de moins en moins. Est-ce que c'est toujours l'aspirine après 1 an ou est-ce que... Alors, ça a été longtemps l'aspirine, un peu par défaut, mais il y a des études très récentes et qui montrent de façon intéressante que le clopidogrel, comparé à l'aspirine, non seulement donne moins d'événements ischémiques, ce qu'on connaissait déjà sur des études très anciennes, type Charisma notamment, mais également
de façon un peu inattendue, moins d'événements hémorragiques, notamment des hémorragies digestives, qui sont d'une des causes essentielles du risque hémorragique de l'aspirine. Donc il faut tempérer. Peut-être que chez certains patients, on pourrait notamment en post-infarctus envisager le clopidogrel plutôt que l'aspirine sans risque particulier, voire même avec un bénéfice. On l'avait déjà fait intuitivement et après Capri dans l'artériopathie des membres inférieurs chez les patients polyvasculaires.